Comment s'en sortir au restaurant lorsqu'il n'y a pas de plat végétalien à la carte? Pourquoi les ongles et les cheveux sont le reflet de notre état de santé? Quel est le rôle de l'homme par rapport à la planète Terre? Voici quelques sujets que nous allons aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Aujourd'hui, vidéo un peu plus légère que d'habitude pour mon retour de vacances. Je ne vous ai pas sorti de vidéo la semaine passée parce que je me suis laissée submerger à la rentrée. Et pour être tout à fait honnête, j'ai mal géré mon agenda et j'ai eu un peu plus de travail que prévu. Mais bon, qu'à cela ne tienne, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu méli-mélo, on va dire, qui me donne évidemment beaucoup moins de travail que des vidéos sur un seul sujet plus pointu, on va dire. Alors voilà, un peu de légèreté aujourd'hui. On va parler par exemple de comment s'en sortir dans un restaurant qui ne propose pas de plat végétalien à la carte. On va aussi parler des ongles, de la peau, des cheveux et de comment ils sont le reflet de notre état de santé. Et on va parler de tout ça au travers de petits rushs, de petites vidéos que j'ai tournées en Thaïlande. Parce que oui, j'étais en vacances en Thaïlande pour 3 semaines environ. Vous y avez rien vu parce que je vous ai préparé quelques vidéos à l'avance pour ne pas vous laisser sans contenu parce que je savais que j'allais vous manquer. Alors, pour vous planter le décor, j'ai toujours rêvé d'aller en Thaïlande. Rêve qui s'est évidemment accentué lorsque j'ai découvert le végétalisme et le HCLF. Au départ, j'aurais voulu faire un trek pour visiter un maximum d'endroits, mais au final, je ne pouvais pas faire autrement que partir fin juillet, début août, pour être sûr d'avoir 3 semaines à disposition. Et en Thaïlande, c'est la saison des pluies. Le seul coin qui est un petit peu préservé, c'est le golfe de la Thaïlande et notamment l'île de Koh Samui. Donc pour fêter mes 40 ans, départ pour 3 jours à Bangkok, 3 ou 4, je sais plus, et 2 semaines environ à Koh Samui. Il faisait chaud, il faisait humide, c'est un climat tropical. Bangkok, c'est une ville immense, je n'en ai vu qu'une toute petite partie, mais ça valait la peine de faire une halte pour visiter finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Quelques temples, je me suis fait masser, j'ai profité des terrasses sur le fleuve. Et petite parenthèse, si vous aimez vous faire masser, sachez que le massage thaïlandais n'a rien à voir avec ce que l'on connaît en Europe. Bon, j'avais déjà fait des massages thaïlandais, pas en Thaïlande, donc je savais à quoi m'en tenir. C'est un massage qui a pour but de soulager le stress et les tensions musculaires. C'est une discipline un peu holistique si on veut, entre ostéopathie, kinésithérapie, massage. Et si vous n'avez pas l'habitude, ça peut faire un peu mal, je vous préviens. Donc, si vous n'êtes pas habitué, n'hésitez pas à demander des massages soft, voire very soft. Pour ma part, je suis allée dans une des plus grandes écoles de massage de Thaïlande à Bangkok. Ce sont des étudiants qui vous massent et le service est impeccable. 10 € pour 1 heure, ça vaut vraiment la peine. Après, attention aussi à l'établissement dans lequel vous entrez, parce qu'il y a massage et massage, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, à part les massages, j'ai également profité de me faire une pédicure et une manucure, ce qui me permet de faire une transition sur les ongles et les cheveux. Donc une manucure ou une manucure? Non, une manicure, c'est en anglais, je crois. Donc une manucure. Et une manucure finalement parfaite pour 10 €. D'habitude, je me la fais moi-même, donc j'ai pas trop l'habitude qu'on s'occupe de mes ongles, mais vraiment là, c'était exceptionnel. Personnellement, je ne mets pas de gel sur mes ongles, donc je fais mes ongles moi-même, et puis je mets seulement du vernis à ongles classique, donc ça coûte moins cher. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'en étant végétalienne HCLF, j'ai des ongles en parfaite santé, que je peux donc garder en permanence mi-long, voire long, ça dépend les périodes. Ça n'empêche pas que parfois je m'en casse un en faisant le ménage ou en bricolant, mais de manière générale, mes ongles sont en bonne santé. Tout comme mes cheveux, que je ne vais d'ailleurs pas tarder à couper parce qu'ils deviennent de plus en plus longs, ils commencent à m'agacer, ils sont trop longs, trop abondants. Vous allez dire de quoi je me plains, mais ça m'a toujours agacée en fait d'avoir les cheveux dans la figure. Alors, pourquoi les cheveux et les ongles sont le reflet de notre santé? C'est ce qu'on appelle les phanères, qui sont donc les ongles, les cheveux, les poils. Ce sont finalement les organes annexes
qui ne sont pas indispensables à notre survie. Et si notre corps est en manque de nutriments, ou par exemple, ou en manque de calories, c'est là qu'il va faire des économies. Les fanères sont le reflet de notre santé. Regardez par exemple les cheveux et les ongles de personnes qui souffrent d'anorexie mentale. Les ongles sont cassants, la peau est très sèche, elles perdent leurs cheveux, elles perdent aussi leurs dents. Ceci est dû notamment à un manque d'énergie, un manque de calories et un manque de micronutriments qui va de pair. En consultation, c'est la première chose que je regarde lorsqu'une personne entre dans mon cabinet. C'est son aspect physique général, l'état de sa peau, de ses ongles, de ses cheveux. Point suivant, c'est évidemment la nourriture en Thaïlande. Dans les zones touristiques, pour les touristes, il y a évidemment beaucoup de viande et de poisson. Mais si vous parlez avec la population, vous apprendrez que les Thaïlandais ne mangent pas tant de produits animaux que ça. Bon, effectivement, maintenant, de plus en plus, comme un peu partout en Asie, avec l'occidentalisation de l'alimentation. Voilà, malheureusement. Mais j'ai fait un restaurant vegan sous forme de buffet à volonté pour 120 bahts, ce qui représente grosso modo 3 €. Je me suis fait plaisir, je peux vous le dire. Je me suis resservie plusieurs fois. Bref, la dame qui tenait ce restaurant m'a expliqué qu'elle a ouvert ce restaurant il y a plus de 10 ans et que jusqu'à tout récemment, il était fréquenté en grande majorité par des Thaïlandais. Et ce, malgré le fait qu'il soit à côté d'un grand centre commercial. Et depuis peu, les touristes ont commencé à y venir de plus en plus. Les Thaïlandais mangent volontiers végétarien ou végétalien. Disons qu'ils ne se font pas du souci comme nous à avoir peur de manquer de ceci ou de cela. Ils testent, ils constatent et du coup ils voient qu'il n'y a pas de problème. Donc, comment j'ai fait lorsque j'étais vraiment en zone hyper touristique ou en balade et qu'on nous déposait par exemple devant un bistrot quelconque? Eh bien en général, il n'y a aucun souci parce qu'ils ont toujours du tofu ou même simplement du riz, des nouilles de riz et des légumes pour vous cuisiner un petit quelque chose. Et au pire, on demande des fruits, on se fait un repas de fruits et ça va très bien aussi. Même dans un bar de plage où ils servaient des snacks, ils ont accepté de me faire un club sandwich vegan. Et sans en faire tout un plat, il n'y avait rien de vegan à la carte. J'ai demandé s'ils pouvaient me faire un club sandwich avec simplement des légumes dans le sandwich, des crudités, et mon souhait a été exaucé. Oui, c'était vraiment le paradis là-bas. Mais je dois avouer que même par chez nous, je n'ai jamais été confrontée à n'avoir rien à manger dans un restaurant. Quitte à n'avoir que des accompagnements ou des frites et une salade ou des légumes vapeur, j'ai toujours trouvé quelque chose à manger. Donc, l'excuse de « il n'y a rien de vegan à la carte », pour moi c'est une fausse excuse. Il suffit souvent de demander gentiment. Alors ok, des fois on nous prend un peu pour des cinglés, je suis d'accord. En général, dans les pizzerias, lorsque je vais vers le pizzaiolo et que je demande une pizza sans fromage, sans huile, mais avec plein d'autres choses dessus, il me regarde pour tout de bon, et finalement, c'est lui qui s'éclate à me faire une magnifique pizza avec plein de légumes dessus. Et il est tout fier de me l'apporter. Ça, c'est toujours rigolo à voir. Bon, sinon, je vais vous montrer un petit peu en vrac ce que j'ai mangé. Pour mes 40 ans, nous sommes allés dans un restaurant vegan, un restaurant un petit peu plus cossu, on va dire. Et là, c'était un chef italien qui m'a même préparé un gâteau d'anniversaire vegan. Bien trop grand et bien trop gras. Mais bon, un gâteau d'anniversaire vegan, les gars, quel restaurateur vous prépare ça ici, même dans les restaurants vegan? Ah oui, alors, j'ai pas commencé à compter les grammes de gras pendant mon séjour. Forcément, j'ai mangé tous les jours au restaurant, donc c'était difficile. Mais même si j'ai pris quelques grammes, voire quelques kilos, je sais que je vais rapidement les perdre en reprenant le HCLF. Finalement, le seul repas que je pouvais maîtriser à 100%, c'était le petit déjeuner, avec des kilos de fruits merveilleux, délicieux et mûrs à point. Bon, sauf les bananes, qui étaient vertes, j'ai pas compris, mais ça j'en mange assez à la maison, donc je me suis pas ruée sur les bananes. Je sortais de mon bungalow et j'avais des mangues qui tombaient sur le toit du bungalow. Les cocotiers pullulaient et plein d'autres arbres fruitiers. Alors attention avec les noix de coco, parce qu'il y a deux façons de les cueillir. Soit en exploitant de pauvres petits singes, soit ce sont des personnes qui vont grimper au cocotier, ou qui sont levées par des machines, et qui coupent
les noix avec des serpettes, ou alors ils ont des fois, vous savez, ces longues perches pour aller couper les noix de coco. J'ai vu des singes sur des camions, des carrioles hein, remplies de noix de coco, et là tu sais que c'est pas ton gaillard avec sa perche qui est allé l'accueillir. Ça et les éléphants, ce fut une épreuve hein, pour moi. Mais bon, c'est presque impossible de tout maîtriser durant un voyage comme celui-ci. C'est la vie, ça fait mal au cœur, mais on ne peut pas tout maîtriser. Sinon, les jus de mangue, les jus de pastèque, les jus de fruits de la passion. Limite là-bas, tu tendais la main dans la jungle et lorsque tu l'as retirée, il y avait un fruit à l'intérieur. Et vu que tout est fait à la main, tout est cuisiné maison, j'ai mangé des gyoza délicieux, des gyoza vegan incroyables. Et à l'aéroport, j'ai même trouvé des bao aux champignons, en forme de champignons. D'abord, j'ai cru que c'était des champignons et je trouvais gonflé d'avoir une option vegan, mais même pas un bao, vous voyez, juste un champignon à la vapeur. Et j'ai d'ailleurs failli pas les acheter. Avant qu'on m'explique que c'était effectivement bien des bao, mais en forme de champignons, mais tellement bien fait qu'en fait, je n'y avais vu que du feu. Bon, bref, vous l'aurez compris, la Thaïlande, c'est le paradis des végétaliens. Et pour terminer, vacances veut aussi dire que j'ai eu le temps de regarder des vidéos YouTube. Je suis très friande des conférences de vulgarisation scientifique parce que ça nous permet de comprendre de manière générale certains concepts qui nous demanderaient sinon plusieurs années d'études. Alors, vraiment de manière générale, hein, j'en suis bien consciente, on y parle de trous noirs, de gravitation, de trous de verre, etc. Eh bien, la conférence dont je vais vous passer un court extrait nous explique dans les grandes lignes ces phénomènes. Je vous mettrai le lien en description de la conférence en entier, allez la voir, elle est super. Avant de vous passer cet extrait, je vous encourage à partager cette vidéo. On se faisait justement la réflexion avec Pauline de la chaîne Douce Frugalité qu'on est finalement très peu de créateurs de contenu à parler du HCLF. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, elle vient de sortir sa vidéo sur ce thème. Allez la voir. La seule façon de faire grandir la communauté, si je peux m'exprimer ainsi, en tout cas de faire connaître ce mode de vie et d'alimentation, c'est de partager les contenus qui vous ont été utiles ou qui vous ont intéressé. C'est égal où, hein, Instagram, Facebook, Twitter, à vos amis, c'est vous qui voyez. Sur ce, je vais vous passer la partie de la conférence qui nous intéresse. C'est pas long, hein, de mémoire, 2-3 minutes. Et c'est sur cet extrait qu'on va se quitter. Vous verrez, c'est pas une réponse à une question, mais plus une réflexion, un objet de réflexion sur le rôle de l'homme sur la Terre et de ce qu'on décide de faire de la forme d'intelligence propre à notre espèce. Via Félicia à tous. Moi, j'aimerais savoir, après avoir travaillé donc, sur les trous noirs, l'origine du monde, les choses extrêmement grandes, la quantique, les choses extrêmement petites, ça se passe comment le retour à la réalité? C'est se lever le matin, manger ses miel pops. Comment on revient, je sais pas, on se ramène aux petites choses de la vie après avoir réfléchi à l'origine de l'univers. Mais je pense sincèrement que ce genre de savoir, ça rend le quotidien plus agréable, que ça met pas mal de relativité sur nos petits problèmes. Je vous donne un exemple, ok? Imaginez qu'on est à l'autre bout de l'univers. C'est tellement grand que les points que vous voyez sont des îlots contenant chacun des centaines de milliards d'étoiles. Vous voyez des groupes d'îlots comme ça, des amas de galaxies, des super amas de galaxies. Il y en a 1000 milliards de partout qui sont reliés par des filaments de matière noire et une sorte d'énergie noire qui insuffle tout ça d'un souffle qui fait que ça s'agrandit. Vous vous baladez un petit peu là-dedans, vous choisissez un amas de galaxies, vous rentrez dedans, vous voyez qu'il y a des centaines de milliers de galaxies à l'intérieur, chacune pareille contenant des centaines de milliards d'étoiles avec des planètes autour de toutes, peut-être de la vie partout. Vous continuez, vous vous rapprochez d'une galaxie, c'est magnifique, il y a des nuages colorés, des explosions complètement dingues, c'est extrêmement violent et hostile. L'ensemble de ces choses-là ne sont absolument pas propres aux vivants. Vous vous baladez là-dedans, tout d'un coup vous voyez une étoile qui est pas mal, avec une petite planète qui est autour. Vous arrivez sur la planète, c'est la Terre.
il y a de l'eau liquide, il y a une atmosphère qu'on peut respirer, il y a des forêts qui permettent de faire de l'atmosphère avec de l'oxygène. Et là, vous allumez la télé et vous vous dites, mais ils sont en train de déforester, ils sont en train de défoncer l'atmosphère de la Terre, et on se plaint parce que je sais pas quoi et je sais pas quoi, on se dit, oh là, il y a un truc qui déconne quand même. L'univers est tellement hostile. Un endroit comme la Terre, on n'en connaît pas deux. On sait qu'il n'y en a pas un deuxième à moins de X milliers d'années-lumière. Un truc qui serait ne serait-ce qu'à 4 années-lumière, c'est-à-dire la planète la plus proche de nous autour d'une autre étoile, qui s'appelle Proxima du Centaure, Proxima b, la planète, c'est à 4 années-lumière. Avec les technologies actuelles, la meilleure, la plus puissante des fusées qu'on a, il nous faut 200 000 ans pour y aller. Donc, j'ai envie de dire, quand on entend tout ça, on se dit, sérieusement, on ferait mieux de faire quand même un petit peu plus gaffe à ces trucs-là, à ces choses-là. Du coup, il y a une sorte de conscience peut-être cosmique, qui est peut-être un petit peu ridicule, et qui se dit, mais sérieusement, c'est pas possible. Et à ça, qui est un peu déprimant, s'ajoute quelque chose de très, très positif, qui est, on est minuscule. Honnêtement, à l'échelle cosmique, on vaut rien. La Terre pourrait disparaître demain, mais rien dans l'univers qu'on aurait quoi que ce soit à faire, quoi, personne ne le remarquerait même. Donc ça dépend que de nous. Et on ne peut compter que sur nous par rapport à ce genre de choses. Et on a réussi, depuis notre petite planète, grâce à des gens comme Hawking et d'autres, à avoir cette vision de l'univers que je vous ai racontée depuis tout à l'heure. Ça, c'est que les humains qui ont fait ça sur Terre. C'est pas les dinosaures qui ont eu 150 millions d'années pour créer des universités et réfléchir un peu, sortir les... Tu vois, et ils n'ont rien fait. Et du coup, ils se sont pris une météorite sur la tronche et ils ont disparu. Ouais. C'est un peu sévère, d'accord. Mais vous voyez ce que je veux dire? Nous, on a cette capacité-là. C'est-à-dire qu'on a une propre responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes et des autres espèces et de notre planète en entier, etc. Si on veut survivre, la Terre, elle va nous survivre. On n'a strictement rien à faire de nous. Il y a eu des extinctions globales. Il y en a eu 5 ou 6 avant nous qui ont éradiqué plus de 99% du vivant. La Terre est toujours là. Elle se transforme, elle évolue, etc. Si nous, on veut survivre, on a cette capacité, on est la première espèce vivant sur notre planète à avoir cette capacité. Mais pour ça, il faut être un petit peu malin, il faut être un petit peu intelligent. Et pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup d'intelligence sur Terre, mais peut-être qu'on trouvera une espèce intelligente bientôt.